Bonjour à tous. Aujourd'hui, évidemment, élection oblige, je vais vous parler des élections régionales parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur les plateaux télé, victoire d'un tel, confirmation des républicains qui se renforcent, le Parti socialiste, etc. Je pense en réalité que sur ce scrutin, il y a deux leçons immenses à retenir. La première, dans une moindre mesure, c'est la déroute électorale de La République en marche d'Emmanuel Macron. On est passé de la gifle du 8 juin à la raclée du 20 juin de ces élections régionales. Et évidemment, l'abstention massive qui constitue réellement le vrai message en fait de ces élections. Et c'est là-dessus en fait qu'on peut s'appuyer pour savoir quelles sont les leçons à en tirer. Sur la déroute d'En Marche, je vais aller assez vite parce que c'est quand même c'est marquant d'un point de vue politique, mais ça l'est beaucoup moins, selon moi, que l'abstention. Si on regarde pour En Marche, il y a eu à peu près 3% seulement des inscrits qui ont voté pour le parti au pouvoir à l'Élysée. C'est du jamais vu dans l'histoire politique française que le parti aux affaires soit aussi peu voté. Donc ça a une conséquence quand même politique assez importante. Et il y a des raclées monumentales, notamment dans les Hauts-de-France, en Rhône-Alpes ou en Occitanie, où le candidat de La République en marche n'atteint même pas le deuxième tour, n'atteint même pas le seuil des 10% des votants. Le plus humiliant, c'est sans doute les Hauts-de-France, puisque sur cette liste, Emmanuel Macron avait mis le paquet. Il y avait pas moins de 5 ministres sur la liste, et comme je vous l'ai dit, elle ne s'est pas qualifiée pour le second tour, donc c'est quand même un séisme politique. Sur le scrutin en tant que tel, je vais aller vite, il y a d'autres enseignements, évidemment, LR qui se maintient ou le PS qui se maintiennent, mais il faut dire que quand 40% des votants sont des 65 ans et plus, il n'est pas étonnant finalement qu'il y a ce choix historique conservateur, mais la claque est d'autant plus grande pour Emmanuel Macron, parce que si vous vous rappelez des votes en 2017, au contraire, Emmanuel Macron avait surperformé chez les plus de 65 ans, je crois qu'il faisait quasiment 30% au premier tour, et il faisait 80% au premier tour pour les plus de 65 ans. Il se retrouve maintenant avec un score très très faible malgré ce vote qui est essentiellement un vote, on va dire, des boomers et une sorte de gérotocratie. On va basculer évidemment sur la deuxième partie qui est cette abstention massive. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations qui sont erronées, qui sont données sur cette abstention massive, et vous avez surtout quelque chose qui est insupportable, c'est de voir des politiques, des éditorialistes, des journalistes et autres qui expliquent que, en gros, parce que vous ne l'avez pas voté, il faudra pas venir se plaindre derrière. Mais en fait, ils n'ont absolument rien compris. Ils font des leçons de démocratie, mais il faut déjà se rappeler que la démocratie, normalement, ce n'est pas seulement élire des représentants à horizons variés et après ne plus rien avoir à dire. Il y a notamment toute la question référendaire ou la question du RIC sur lesquelles je vais revenir, qui devrait être normalement fondamentale, et ce sont lors de ces suffrages que les Français votent réellement. Alors pour ce qui est de l'analyse de l'abstention en tant que telle, comme je le disais, il y a beaucoup d'interprétations, en gros, de politiciens ou de journalistes qui se voilent la face. On nous dit tout d'abord que ce serait de la faute des conditions sanitaires, du Covid. Bon, il y a eu un sondage IFOP qui a été sorti juste après qui montre que ça c'est le cas pour à peu près 8% des gens. C'est infiniment moins que pour les municipales, et donc ça n'explique pas du tout cette abstention massive. Ça explique que dans une très faible partie. Il y a aussi évidemment le coup classique où on nous dit oui, effectivement, les professions de foi n'ont pas été amenées, il n'y a pas eu beaucoup de communication du gouvernement enfin, concernant ces élections. C'est vrai que dans une moindre mesure, c'est réel, d'ailleurs c'est un scandale énorme d'un point de vue démocratique, puisqu'on sait qu'il y a tout un tas de propagande électorale, de professions de foi qui ne sont pas, de bulletins de vote qui ne sont pas arrivés chez les gens, et ça d'ailleurs c'est encore un scandale du fait de la privatisation en fait de services. Avant c'était les services de l'État avec la Poste qui acheminaient
la propagande électorale. Il pouvait y avoir des problèmes ci et là, mais jamais de façon aussi massive que maintenant, où ce service public a été délégué au privé. C'est une boîte qui s'appelle Ardexo. Ça a été un fiasco total. Donc oui, certes, il y a eu ça, mais par contre, je pense que, honnêtement, dans tous les grands médias, on ne parlait ces derniers temps que des élections régionales, notamment cette dernière semaine. Les gens savaient très bien qu'il y avait à avoir des élections régionales, et s'ils n'ont pas voté, c'est alors en leur âme et conscience. Parce que il y a deux possibilités là-dedans. Tout simplement, pour moi, il y en a deux qui sont importantes. C'est-à-dire que l'échelon régional, en fait, les Français ont intégré que c'était un échelon qui était peu important. Et après, il y a évidemment le plus important, la désaffection d'une manière générale de la classe politique, puisque les Français ont bien compris, et enfin les Français commencent à voir, et c'est malheureux, mais c'est la réalité, qu'en fait leur vote ne compte plus, et peu importe pour qui ils votent, ils vont avoir peu ou prou la même politique, et puis quand on leur demande leur avis pour des élections qui ont peu d'importance, comme les élections régionales, et ben tout simplement, ils ne se déplacent plus. Et ça, évidemment que c'est l'enseignement politique, démocratique majeur de ces élections. Et je pense, en réalité, j'expliquais tout à l'heure que là, on demandait aux Français de voter pour leurs représentants, ils ne se sentent plus représentés par leurs représentants, et c'est bien tout le problème. Et pourquoi c'est comme ça? Pour moi, il y a il y a une dimension majeure. Ils se sentent plus représentés parce que, comme j'ai dit, ils ont compris que ces représentants n'avaient plus de pouvoir et finalement faisaient la même politique et n'avaient plus le contrôle sur le cours des choses. Et ça, c'est évidemment intimement lié. Ça va être de pire en pire avec notre appartenance à l'Union européenne, puisque toutes les grandes décisions sont prises là-bas. Donc finalement, les Français ont quelque part intégré ça, et qui votent pour l'un, qui votent pour l'autre, ils vont avoir une même politique qui est celle de l'Union européenne. Alors évidemment, on parle là de l'échelon régional, mais c'est plus global, et cette désaffection de la classe politique pour les Français, c'est beaucoup plus global en fait que cela. Et je pense qu'il y a deux vraies solutions en fait pour résorber ce désamour démocratique des Français, parce que je ne pense pas que les Français se désintéressent à la politique. Il y a évidemment le RIC, pour que les Français puissent prendre la main et le contrôle sur tous les sujets qui leur paraissent importants et nécessaires. Et je vous le dis, lors de ces élections, un RIC sur un sujet fondamental, vous n'allez pas avoir une abstention de 66,1%, les 2 tiers des Français, comme ça a été le cas lors de cette élection. Et vous avez évidemment, parce que je pense aussi que cette désaffection de la classe politique est liée à ça, vous avez évidemment la nécessité d'avoir un référendum sur l'Union européenne, et pas n'importe quel référendum, mais un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Je rappelle que ça, c'est une des blessures démocratiques qui est encore maintenant et qu'on retrouve, je pense, dans l'abstention. En 2005, les Français avaient voté non à 55%. On a mis le traité à la poubelle et on leur a refilé un copier-coller. Et donc, concrètement, on a violé leur vote. Et ça, je pense que ça reste présent aussi dans l'esprit des Français. Ça contribue à alimenter cette abstention. Et pour refermer cette plaie, il n'y aura rien de mieux qu'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, qui ne peut pas être détourné légalement, contourné, contrairement à ce qui avait eu lieu en 2005. Et donc c'est essentiel d'avoir un référendum sur cette question. D'ailleurs, lors du référendum de 2005, donc je parlais auparavant, l'abstention était seulement de 30,6%. La preuve étant que quand le sujet intéresse les Français, quelque part qu'ils votent réellement, ils ne votent pas pour des représentants, mais ils votent réellement sur la décision, les Français se mobilisent et vont voter. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense, que l'abstention est la plus importante est chez Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, puisque les deux, justement, ont abandonné la souveraineté. Marine Le Pen, maintenant, ne veut même plus sortir de Schengen, ne veut plus sortir de la CEDH, ne veut plus faire de référendum sur l'Union européenne, donc elle est totalement eurocompatible. Et je pense qu'un certain nombre de ses électeurs ont intégré finalement qu'un vote Marine Le Pen ne changerait pas grand-chose. C'est la même chose pour Jean-Luc Mélenchon, en plus du fait qu'il soit parti dans des délires communautaristes, etc. Vous avez à l'époque l'histoire du plan A, plan B, la possibilité éventuelle d'un référendum et un discours qui était beaucoup plus républicain et souverainiste, et ça il l'a abandonné, c'est pas pour rien je pense
aussi que l'abstention est très élevée dans ces deux camps. Et ça me fait venir à une autre proposition qui, je pense, forcerait les élus à respecter cette dimension de souveraineté et que les élus représentent réellement le peuple. On peut penser, par exemple, indexer le salaire des élus sur le taux de participation. Et bien là, croyez-moi, je pense qu'on aurait vu une campagne toute différente, parce que la campagne elle était en plus minable, il faut faire barrage au RN, etc. Enfin, c'était absolument nul de tous les côtés. Et surtout, je pense que les représentants sentiraient vraiment le boulet du canon et ils verraient, en fait, ils seraient obligés, ne serait-ce que pour maintenir des revenus, d'appliquer finalement le souhait du peuple et ils ne braderaient pas dans de telles conditions la souveraineté comme ils l'ont fait, puisque, comme je vous l'ai dit, je pense réellement que c'est parce qu'on a bradé la souveraineté que les représentants n'ont plus de pouvoir, qu'ils font tous la même politique, qu'on arrive en fait aux Français qui se désintéressent de la politique et ils disent, et ça on l'a beaucoup entendu, de toute façon, à quoi ça servirait de voter? À quoi mon vote servirait? Et donc, c'est évidemment que démocratiquement, c'est dramatique, mais voilà, il y a des solutions, comme je l'ai dit. Indexation des salaires des élus sur le taux de participation et surtout, ce qui me paraît le plus fondamental pour réconcilier les Français avec les démocraties, un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne et mise en place du RIC. Je pense que ce serait le plus révolutionnaire d'un point de vue démocratique et c'est ce que les Français attendent, qu'ils votent vraiment et qu'ils arrêtent d'élire des représentants qui ne les représentent plus. En tout cas, écoutez, si cette vidéo vous a plu et je l'espère, je vous invite à mettre un pouce bleu à la vidéo. Je vous invite à vous abonner et partagez-la un maximum autour de vous. Merci, à bientôt.